Bonjour et bienvenue à tout le monde sur notre petite quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Alors là, les minutes, elles vont être vraiment très intenses puisque nous avons 4 jours d'actu à rattraper. Je ne perds pas de temps, c'est parti. Débutons avec deux anniversaires, 50 ans et 20 ans. Le premier, c'est Intel qui fête du coup les 50 ans de son premier processeur. C'était le 4004. Regardez-moi cette petite beauté, il était tout mignon, gravé en 10 micromètres pour quelques transistors à l'intérieur. Cela a bien sûr beaucoup changé depuis puisque désormais je vous rappelle que les processeurs Intel sont gravés en 10 nanomètres et pas 10 micromètres et sont équipés de plusieurs milliards de transistors en 64 bits et pas juste 2300 transistors en 4 bits. Ça montre un peu le chemin parcouru évidemment par la marque américaine mais globalement aussi par la technologie. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les 50 prochaines années. Je vous rappelle qu'on est en train d'arriver à la limite de la loi Moore en termes de finesse de gravure et de performance. Autre anniversaire du coup, ce sont 20 ans et vous aurez deviné, c'est évidemment la Xbox, la console, mais surtout la marque gaming de Microsoft qui s'est lancée en novembre 2001 avec une énorme console et une énorme manette, la fameuse Duke. On donnait pas trop cher de la peau de Microsoft les premiers mois et finalement le géant de Redmond s'est accroché et est devenu un acteur majeur du gaming, que ce soit avec ses consoles, avec ses PC, et que ce soit aussi avec ses services comme le Game Pass, et tout cela eh bien, sous la marque Xbox, au bout de 20 ans, aura quand même donné lieu à beaucoup de très bons jeux, beaucoup de machines plus ou moins bonnes, beaucoup de très très bonnes manettes, si on oublie la Duke, évidemment, de très très bonnes licences comme vous le voyez ici. Nous aurons droit à plein de petits goodies pour fêter les 20 ans, notamment cette manette transparente que je vous avais déjà montré, ce casque transparent, mais aussi des éditions de jeux, des t-shirts, etc. Mais si vous trouvez que tous ces petits goodies sont un peu trop communs pour fêter les 20 ans de votre console préférée et que vous êtes vraiment très très fan de Xbox et très très fan de Gucci et très très fan d'argent qui passe par la fenêtre, dépensez 10 000 $ dans ce petit kit pour aller jouer en déplacement avec votre Xbox. Une mallette Gucci en cuir, j'espère, bien sûr. Deux manettes aux couleurs de la marque italienne. Et la console elle-même qui a été gravée au laser pour avoir le monogramme Gucci. Et la petite numérotation, puisqu'il n'y en aura que 100 exemplaires de ce kit à 10 000 $. Je vous laisse évidemment dans les commentaires de cette vidéo nous dire si vous metteriez 10 000 $ dans ce petit kit. Je crois avoir une idée des réponses. On reste dans le gaming avec deux autres consoles qui ne fêtent pas encore leur anniversaire. Elles sont pas prêtes de le fêter leurs 20 ans, puisqu'il faudrait déjà qu'elles fêtent leur 1 an. Il faudrait déjà qu'elles sortent. Malheureusement, elles sont en retard. On commence par le Steam Deck de Valve, qui, je vous le rappelle, devait arriver en fin d'année. Et bien, malheureusement, il est repoussé à février 2022. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a eu des ennuis techniques? On ne le saura pas exactement. Et on a une présentation de la part des équipes du Steam Deck ce week-end pour nous en dire plus sur la console elle-même. Alors on en apprend beaucoup, notamment sur l'APU AMD utilisée par Valve, qui dégage 1,6 teraflop de puissance totale, qui est fait pour fonctionner de la même manière qu'il soit docké, non docké, branché sur secteur, non branché sur secteur, avec à peu près toutes les conditions aussi de température. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La VR ne sera pas vraiment compatible, il n'y aura pas non plus de 5G. Et on apprend aussi dans les autres détails eh bien, que les différents modèles seront plus ou moins rapides selon le type de mémoire que vous avez dessus, que l'interface changera si vous êtes docké ou si vous êtes en mode portable. Bref, voilà, plein de détails qui nous donnent toujours plus envie sur cette console qui se fait attendre. Voilà, ce n'est pas la seule qui se fait attendre. Regardez-moi cette petite beauté, c'est énormément la petite Playdate. Produite par l'éditeur de jeux et de software Panic et designée par les Suédois de Teenage Engineering, je vous en ai beaucoup parlé, eh bien elle est elle-même repoussée au début 2022. Encore une fois, la faute aux pénuries de composants qui touchent absolument tout le monde. Donc je vous rappelle que cette console est aux antipodes de la Steam Deck et de même tout ce qui existe actuellement, puisqu'elle est vendue également avec une saison de jeux. Vous aurez des jeux produits par des créateurs et de manière inédite pour cette console, et notamment pour utiliser la petite manivelle. Bref, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, prenez votre mal en patience. En attendant, vous pourrez peut-être vous asseoir confortablement pour attendre ces consoles. Et on a testé pour vous un siège gamer qui s'appelle Landacite T Pro 2. Un siège qui a de bonne qualité, selon Rémi Jacquet, mais qui a un problème, c'est qu'il est un petit peu étroit. Donc si vous avez le dos, les lombaires, le popotin un petit peu généreux, ce sera peut-être pas le meilleur siège. Mais bon, quand on dit petit, on peut aller encore plus petit. Et regardez bien, chez Secret Lab, on nous a promis pour le mois d'avril une chaise extra small. Et bien cette poisson d'avril est devenue une réalité. Voilà pour 299 € pour si vous êtes encore quelqu'un qui a beaucoup d'argent et
qui avez envie de jouer à la Xbox avec votre enfant, ben, vous pouvez lui payer ce siège à 300 ou 320 euros suivant les coloris. Avec les mêmes qualités, promet Secret Lab, que les grands sièges, mais juste une taille très réduite. Écoutez, ça donnera un petit peu d'inspiration si vous n'avez pas la taille requise pour être streamer ou streameuse professionnelle. J'enchaîne avec l'informatique. Une fois que vous avez la bonne chaise gaming et la console, il vous faut aussi le bon ordinateur, et pour ça il vous faut le beau clavier. Un beau clavier, c'est important. En voici un qui me plaît beaucoup, qui vient de la jeune marque Vissless, et c'est un clavier, vous allez voir, optique mécanique ultra plat, voilà, qui ne fait que 12 mm d'épaisseur contre 9 mm notamment pour un clavier Apple qui lui est à membrane. Voici un clavier, un vieux, et voici ce dernier, le Vissless. C'est un clavier 75%, donc pour les gens qui se posent la question, je vous rappelle, 75%, c'est un clavier qui n'a pas le pavé numérique à droite et qui a réduit la partie centrale avec les flèches directionnelles pour les rentrer dans le clavier, mais qui garde les touches fonction, contrairement au clavier 65 et 60%. Ces nouveaux switches ici optiques, que vous pouvez voir, et donc un clavier qui est vendu 89 ou 99 euros selon que vous ayez répondu vite à leur offre de Kickstarter. Je vous laisse aller en savoir plus sur leur site internet. On reste dans les claviers, alors du coup là rien du tout à voir avec la nouvelle gamme Logi, ça s'appelle Pop, et regardez ça pop littéralement. Ce sont des claviers et des souris avec des touches rondes et des coloris acidulés, et même des petits raccourcis, vous voyez, des raccourcis pour mettre vos emojis préférés, absolument incroyable. On se pose la question de savoir si évidemment ces claviers seront efficaces, parce que je vous rappelle que les tentatives de clavier à touche ronde n'ont pas été très concluantes, parce que si vous n'avez pas bien au centre de la touche, il se peut que ce soit moins fluide que prévu. On change complètement d'ambiance maintenant et on va du côté toujours des claviers, mais du Seigneur des Anneaux, avec 2 sets de keycaps qui ont été annoncés par Drop et par le Seigneur des Anneaux. Le premier est dédié aux elfes, donc si vous voulez avoir un langage, j'ai envie de dire QWERTY ou AZERTY elfique, voici ce petit set de touches. On aime, on n'aime pas. Je vous laisse aussi me dire dans les commentaires. Il y aura beaucoup de choses à dire dans les commentaires dans cette édition de la quotidienne condensée. Et puis la version pour les nains. Voilà. Si vous aimez la Moria, tout ça, faire des week-ends dans des caves et des mines avec des grosses haches pour taper de la roche ou des ennemis, voici la version pour les nains ou pour les elfes, comme vous préférez. Ça coûte 100 euros également. Ça fera, on va dire, un cadeau de Noël pour des fans, des vrais fans. Passons maintenant au smartphone, et qui dit smartphone dit évidemment des fuites sur le Samsung Galaxy S21 FE et des news sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On commence par Samsung, c'est parti, avec ce coup-ci littéralement même pas des sortes de simulations 3D de à quoi pourrait ressembler le S21 FE, mais des fuites retrouvées par Android Police, et bien du marketing et des publicités autour de ce téléphone. Donc voici le design avec, vous le voyez, je vous le rappelle, un design très proche du S21 que je peux vous montrer ici, mais qui ne sera pas bicolore comme le S21, c'est un peu bête, mais c'est pour les gens qui aiment la sobriété et le minimalisme. Vous aurez un joli téléphone avec le même design, voilà, que le S21. Une batterie de 4500 mAh d'après les rumeurs. Je vous rappelle que là pour la puissance on serait plutôt sur du Snapdragon 888 ou de l'Exynos 2100. Et puis un écran plat et pas incurvé, avec un petit poinçon. On verra s'il est aussi bon que celui du S21 qui, je vous le rappelle, est un des très très bons téléphone de cette année, mais qui sera peut-être le plus gros concurrent du S20 FE, puisque lui-même va baisser de prix. On rappelle qu'on aura toutes les réponses en janvier 2022, et que, je vous le dirai dans quelques secondes, on va aussi comparer le S20 FE avec le Galaxy Pixel 6. Je reste dans les téléphones du coup, avec mon petit S21 que j'aime beaucoup. Et on va passer aux news Pixel. La première, c'est que vous avez peut-être reçu une grosse mise à jour pour votre Pixel 6, votre Pixel tout court. Mauvaise nouvelle, elle ne sert à rien. Voilà. Google a mis à jour quelque chose qui était déjà mis à jour, donc ne vous inquiétez pas, mais ça fait quand même 1 Go 8 que vous allez vous prendre en bande passante. Ne faites pas en 4G, c'est un conseil d'amis. On reste dans les news Pixel 6 avec aussi quelque chose qui manque à ces Pixel 6. Déjà, c'est pas la tête de mon réalisateur, Karl, que vous voyez ici, mais c'est surtout la reconnaissance faciale. Il n'y a pas d'équivalent de Face ID qu'on avait pu voir dans le Pixel 4 notamment, et on se rend compte que dans les rumeurs et dans les codes sources, il y avait bien à la base une reconnaissance faciale qui était prévue sur ces Pixel 6, mais qui a été repoussée. Donc on reste que sur une reconnaissance biométrique avec des empreintes digitales, mais qui, je vous le rappelle, elle-même fait un peu débat parce que c'est pas la plus rapide et la plus performante du marché. Vous voyez, elle est un petit peu capricieuse. On verra pour le Pixel 6 en attendant le Pixel 7 si on aura mieux. Allez, on termine avec de l'iPhone, et très rapidement, mais parce que vraiment c'est une émission qui vous fait dépenser beaucoup d'argent entre les valises Gucci à 10 000 euros et les keycaps à 100 euros. 75 000 euros ou 86 000 $,
pour les ventes aux enchères de cet iPhone USB-C qui a été modifié pour le fun par un étudiant suisse à la base qui en avait marre de voir son iPhone toujours en Lightning. Ce qui est marrant, c'est qu'il prévient que ce téléphone n'est pas vraiment très fonctionnel. Il voudrait juste interpeller sur l'idée que ce serait bien qu'un jour, eh bien, Apple passe à l'USB-C comme ils le font avec l'iPad et beaucoup d'autres produits. Ça n'a pas empêché eh bien, un collectionneur de venir dépenser 75 000 euros, 86 000 dollars sur ce téléphone collector. On vous rappelle que la piste prochaine pour les iPhones sera plutôt d'avoir des iPhones sans aucune connectique physique que d'avoir des iPhones en USB-C. On enchaîne avec du son maintenant, on va aller chez Pioneer. Je vous rappelle que c'est une marque très connue du milieu de la nuit et des clubs et des DJ notamment, avec leur fameuse table de mixage, les NXS, dans les 900 NXS 2 et leur platine, les DJM 3000 aussi NXS. Eh bien, ils ont sorti un petit condensé. Alors un petit condensé qui vaut quand même 2000 euros, 2000 dollars hors taxe, qui s'appelle la XDJ XR3. Vous la voyez ici, elle est en un produit, elle a rassemblé la table de mixage au milieu et les deux platine de musique, un écran 10 pouces tactile, une interface revue, une compatibilité avec Recordbox ou Serato si vous y connaissez un petit peu dans le milieu des DJ, et de quoi eh bien, en fait, mettre l'ambiance avec juste cet appareil. Voilà, pas besoin d'ordinateur, besoin de rien, envie de toi j'ai envie de dire, mais envie surtout de mixer si vous avez les moyens. Une autre manière de suer, ce n'est pas que de danser, c'est aussi de faire du sport et du fitness. Maintenant qu'Apple a sorti Apple Fitness Plus en France, et avec son système qui vous permet, avec votre Apple Watch, de commander un peu vos cours à distance et puis de voir vos données de corps sur l'écran, voici que Peloton arrive sur le segment. Je vous rappelle que Peloton est le champion des vélos connectés très haut de gamme. Ils ont des vélos entre 2000 et 2700 dollars. Voici qu'ils sortent Guide, un système et un programme de fitness connecté puisque vous aurez droit dans ce kit à une caméra de type Kinect, à des haltères connectés, et à un petit bracelet pour mesurer évidemment votre pouls et autres dépenses d'énergie. Ça coûtera quand même 500 dollars, ce qui est loin d'être donné, mais Peloton est une marque assez haut de gamme sur le segment. Et puis il faudra ensuite vous abonner au cours pour pouvoir eh bien, avoir droit à autre chose qu'une petite vidéo YouTube lancée en miniature un peu à l'arrache. Voilà, il faut vraiment être très motivé puis avoir un beau salon. Et de toute façon, si vous avez un beau salon, c'est que vous avez 500 dollars à mettre dans des haltères connectés. Passons maintenant à la voiture et aux deux roues avec un gros segment. Ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu beaucoup de sorties et de tests. Je commence avec Rivian. Je vous rappelle que ce constructeur de SUV électrique, eh bien, on attendait depuis longtemps leur premier véhicule. On s'était dit, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver ou est-ce que ça va être de la vapeur comme beaucoup d'autres constructeurs? Non, ils sont arrivés. Et le R1T, non seulement est sorti et s'est avéré être un excellent modèle qui a ravi beaucoup de médias et de spécialistes. Et bien du coup ça a permis à Rivian de rentrer en bourse avec une capitalisation record entre 80 et 100 milliards de dollars pour ce jeune constructeur américain qui aujourd'hui pèse plus qu'une grande partie des constructeurs automobiles classiques alors qu'ils n'ont sorti qu'un seul modèle qui va se vendre peut-être à 50 000 exemplaires dans l'année. Dans le meilleur des cas, ça raconte aussi un peu la folie de la spéculation autour des fabricants d'automobiles électriques et l'importance de se placer. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Amazon avait déjà racheté 20% des parts de Rivian et que Amazon vient de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. Je reste un petit peu avec les voitures et ce coup-ci, justement, on va aller sur des voitures plus traditionnelles et un constructeur plus traditionnel avec Renault et son Arcana. On a fait une petite vidéo avec David Lefebvre, notre chef de service automobile, pour ce SUV. À 30 000 euros. Ce SUV français, enfin franco-coréen, puisque je vous rappelle que c'est une plateforme, une conception made in Renault. Par contre, il est fabriqué à Busan en Corée par Samsung et Samsung vend une version rebadgée de l'Arcana sous la référence Samsung Motors XM3. En attendant, vous avez un SUV de taille moyenne vendu 31 000 euros, donc qui va intéresser beaucoup de personnes. David vous fait un petit peu un bilan de ce véhicule. Autre point, Renault, dans les prochaines années, Renault va rester sur la technologie de lithium-ion, là où les autres constructeurs sont en train de chercher bien d'autres technologies à base d'électrolyte, à base de graphène, à base de plein de systèmes. Renault a annoncé que pour eux, commercialement, c'était plus simple de rester sur le lithium-ion, même s'il est décrié pour plein de choses. Et on verra dans les prochaines années si cette décision aura bien servi Renault ou bien desservi Renault. On reste dans les SUV, bien sûr, avec deux jumeaux, le Toyota BZ4X et le Subaru Solterra, qui vont venir concurrencer l'Arcana, enfin plus haut de gamme, ce qui coûte un petit peu plus cher. Donc vous avez des frères jumeaux là-dessus, ce sont les mêmes véhicules. On verra ce qu'ils valent dans nos premiers tests, mais vous savez comment c'est le rush pour essayer de sortir le SUV électrique qui va vraiment bien se vendre. Côté voiture électrique, on reste encore une fois avec de nouveaux modèles et c'est un comeback littéralement entièrement de la marque Lancia, la marque italienne qui appartient au groupe Stellantis, et bien va profiter évidemment des économies d'échelle du groupe qui a créé des plateformes électriques pour sortir
2 nouveaux véhicules électriques après avoir un peu déserté le marché français. Ils étaient en vente uniquement en Italie ces derniers temps. Et on souhaite le meilleur pour Lancia. S'il pouvait sortir une petite Lancia Delta modernisée, je serais plutôt preneur. On continue avec des retours en France. Après Lancia qui arrive en France, c'est VinFast qui arrive en France. Je rappelle que VinFast est un géant vietnamien du secteur des transports et qui, après avoir montré ses premiers SUV, eh bien, ils vont montrer leur première station de recharge puisqu'ils ont signé eh bien, un contrat avec EDF voilà, pour développer et déployer des stations de recharge à travers la France. Donc bonne nouvelle pour VinFast, vous ne verrez pas que des voitures VinFast, mais aussi des stations VinFast. Je termine sur les 4 roues, il y en a eu beaucoup des annonces, mais celle-là elle est un peu spectaculaire aussi, puisque General Motors va vendre des Hummer électriques à l'armée américaine. Je vous rappelle que il y a quelques temps, Hummer a été ressuscité, c'était, je vous rappelle, un véhicule à la base militaire, qui est devenu un véhicule des stars d'Hollywood, avant de devenir le véhicule qu'une star d'Hollywood un peu écolo ne voulait conduire, et qui revient par la petite porte avec des grosses batteries électriques. Eh bien, ils vont en vendre. GM estime qu'il y a un marché à 25 milliards de dollars pour vendre des véhicules électriques aux militaires. On apprend également aussi que l'armée américaine pollue à elle seule plus que 140 pays. Alors pas cumulé, mais si l'armée américaine était un pays, elle polluerait plus que 140 autres pays, c'est un peu costaud. Autant électrifier cette armée le plus vite possible. On passe maintenant aux 2 roues avec un vélo, le Pure Flux One. Vous allez voir un vélo très joli et très léger, puisque ce vélo électrique ressemble à un vélo normal. La partie électrique est cachée dans ce faux bidon. Il ne pèse que 17 kg et évidemment, il le permet d'être très agile et très léger. Le petit problème qu'il a, c'est que même si 17 kg c'est léger pour un vélo électrique, il est équipé de pneus fins et d'un châssis en aluminium qui le rendent un petit peu inconfortable pour votre auguste fessier au bout d'un moment, donc à tester avant d'acheter. On continue sur les vélos électriques avec le vélo cargo de Decathlon qui a été officialisé. C'est le Longtail R500 Elec, 2700 € pour ce vélo plutôt bien équipé qui peut prendre jusqu'à 170 kg de charge, dont 80 kg sur le porte-bagages arrière et 10 kg sur le porte-bagages avant. Il rentrera en tout cas en concurrence avec d'autres vélos cargo, parce que c'est un segment qui est très en vogue pour remplacer les micro-citadines, on va dire, transporter vos enfants, beaucoup de marchandises. Il y a évidemment le moustache lundi 20 qui avait été annoncé il y a quelques temps. Et puis il y aura aussi le Rad Power Rad Wagon 4 qui est vendu lui à 2000 $ hors taxe, donc il va venir concurrencer eh bien, ce long tail de chez Decathlon. Voici sa tête, lui il passe au orange, vous voyez, et il est plutôt bien équipé. On a un test notamment chez Ars Technica. On continue, on termine sur les 2 roues avec ce coup-ci des scooters et des motos. On a fait un premier essai déjà du Piaggio One Active. C'est un scooter équivalent 50 ou 125 cm3 de la marque italienne qui commence à 2700 €, testé par David Lefebvre. Vous allez voir, il est très compact. Vous voyez que David, qui n'est pas spécialement grand, est assis sur le siège limite passager pour le conduire confortablement, ou alors sinon apparemment d'après lui les genoux touchent un peu le tablier. Pour le reste c'est un scooter plutôt bien fini, plutôt agréable, et on a hâte de voir ce qu'il a dans le ventre, surtout qu'il est vendu à un tarif beaucoup plus doux que son équivalent de chez Vespa, qui coûte lui très très cher, mais bon, la nostalgie n'a pas de prix. On termine avec les motos, donc la Zero Motorcycles SR qui a été officialisée, on vous en avait un petit peu parlé. Eric vous fait un bilan un peu plus complet de ce que j'avais pu vous dire, allez voir l'article. Je vous rappelle que c'est une moto vendue un peu moins de 20 000 € en France et qui va évoluer d'un point de vue logiciel à travers le temps et qui pourra aussi s'équiper de batteries toujours plus performantes. Ils seront peut-être concurrencés par Super Soco, qui, je vous le rappelle, est un constructeur en vogue avec des petites motos mignonnes qui commencent à envahir les villes et qui vont se lancer dans les grosses motos et donc venir concurrencer Zero par exemple ou Livewire, la marque de Harley Davidson. On termine avec la VOD puisque ce matin durant le live dont le replay est disponible dans la description, là dans les commentaires juste en bas, eh bien Bastien Lyon, mon collègue des news et spécialiste de la VOD, est venu nous parler de l'actu. De quoi il a parlé du coup? On a commencé avec évidemment toutes les annonces Disney+, au Disney+ Day, avec beaucoup de bandes annonces de projets qui avaient été annoncés l'année dernière. Donc vous allez aimer avoir du Star Wars avec du Kenobi et du Boba Fett, voilà. Du Marvel avec des nouveaux héros comme Moon Knight, She-Hulk et autres Miss Marvel, voilà. Mais le projet qui m'intéresse le plus dans tout cela, c'est pas la suite de Willow, non, c'est pas Zootopie, non, c'est pas Baymax, non, 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 c'est pas Disenchanted, pas du tout, c'est pas tout cela. Tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ils ont annoncé un remix de Cendrillon, dont le chausson sera un sneakers Adidas ou Nike, peut-être, on ne sait pas si c'est nos PSP. Ça sent tellement le malaise qu'évidemment, on regardera que ça avec Bastien. On organisera peut-être une soirée avec toute la rédaction pour
voir ce film. Sneakerella, incroyable, sorti le 18 février 2022. J'ai envie de dire que c'est la news la plus importante du jour. Plus sérieusement, on aura aussi parlé de la politique de Netflix dans le gaming et comment il se déploie petit à petit, et de toute la discussion autour du fameux système de day and date, donc les moments où aux États-Unis un film sort en salle en même temps et sur des plateformes de streaming, ce qui a fait beaucoup discuter et beaucoup couler d'encre. Ça n'existe pas en France, je vous rappelle, vu notre chronologie des médias, mais c'est une chronologie des médias qui devrait être elle-même un peu bouleversée dans les prochains mois. C'est Roselyne Bachelot qui l'a promis, juré, pas craché, mais doigt croisé. C'est la fin de cette grosse quotidienne très condensée du coup, mais quand même assez volumineuse. 4 jours, je vous rappelle, d'actu. Je termine avec tous les tests qu'il y a eu sur les numériques ces derniers jours, et des tests, il y en a eu beaucoup. On commence avec la Peugeot i208, enfin les Peugeot i208, parce que Eric Fontaine a pu jeter un œil à toutes les versions. La Road Trip, la Allure, la Style, la Active, la GT, la Active Pack, la GT Pack ont été testées par Eric. Pendant ce temps-là, du coup, Rémi a lui testé un nouveau support de smartphone pour voiture, ce coup-ci, qui reprend la norme des MagSafe avec un aimant. Voilà, plutôt intéressant selon Rémi. Qu'est-ce qu'on a testé encore? Regardez, incroyable, une roulette pour trottinette pour la transporter comme une valise de cabine une fois que vous l'avez repliée. Les fans de Brompton auront reconnu ce petit côté replié, mais quand même pas galère à bouger. Allez voir notre test. Côté maison, on a testé une bouilloire Xiaomi. Vous imaginez, Xiaomi, c'est pas cher et c'est très complet et ça marche vraiment bien. Ils s'arrêteront vraiment jamais chez Xiaomi. L'aspirateur de chez Dyson, le micro 1,5 kg, qui vous permet, regardez, sur une démonstration, de même aspirer bien au plafond tranquillement, parce qu'il est vraiment très léger. Nous avons aussi testé, Mathieu a testé une caméra de surveillance, la EasyViz C8C. Nous avons continué avec un duel entre le Pixel 6 et le Samsung Galaxy S20 FE, les deux que j'ai en main parce que j'ai beaucoup de chance. Le Galaxy Pixel 6 l'emporte assez logiquement, mais ce téléphone, le S20 FE, se débrouille encore très bien en 2021. Ça va vraiment être très dur pour le S21 FE de venir se loger entre ces deux téléphones. On a aussi testé le Fairphone 4. Beaucoup de gens voulaient le test de ce téléphone écologique, puisque je vous rappelle, la majorité de ces pièces sont issues d'exploitants de matériaux qui ont été traités avec, on va dire, un peu plus d'éthique que d'habitude, et qui peut évidemment s'ouvrir et se démonter pour remplacer ou améliorer ces différentes parties et modules. Ça prend 4 étoiles sur 5 chez nous, donc en vrai, il a beaucoup aimé ce téléphone, qui n'est pas qu'un téléphone à bonne conscience, mais plutôt un bon téléphone tout court. Est-ce que le Surface Duo 2 est un bon téléphone? Kevin est moins sûr, puisque pour ce bijou de chez Microsoft qui vaut 1600 €, eh bien le concept de double écran. Donc je vous rappelle qu'un double écran, ce n'est pas un écran pliant, c'est différent, ça c'est un écran pliant, voilà. Mais ici on est sur deux écrans un peu quasi dépendants ou indépendants, comme si vous faisiez du dual monitoring sur un PC. Eh bien la formule s'est améliorée avec un meilleur appareil photo, un meilleur processeur, un meilleur écran, mais reste un peu confuse puisque le logiciel reste un peu buggé. L'appareil photo est meilleur mais pas exceptionnel. Et puis toute l'interface derrière, ça passe pas souvent. Quand ça passe, mais pas souvent. On enchaîne avec les tests avec des écouteurs faits pour le sport, les JBL Reflect Flow Pro testés par Louis avec ce petit arceau en silicone pour bien tenir dans vos oreilles. On ouvre aussi un comparatif de trépied pour appareil photo. Voilà, on est en train de tester donc du Peak Design et du Benro et vous allez pouvoir bientôt les comparer. On a également testé sur le terrain l'EOS R3, le haut de gamme sportif de Canon. Le boîtier a été testé par Guillaume au bord d'un terrain de hockey avec des résultats assez impressionnants. Et pendant ce temps-là, on a aussi testé le Canon RF 100 mm. C'est un objectif macro haut de gamme, puisque c'est la gamme L de chez Canon. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport au meilleur? Louis vous donne la réponse dans le test. Je termine enfin encore avec du haut de gamme, dis donc, ça a vraiment été une émission très haut de gamme aujourd'hui, avec le Panasonic TX65 JZ1500, qui est la version sans barre de son Dolby Atmos du haut de gamme de chez Panasonic. Bonne nouvelle, il récupère évidemment la dalle OLED avec le traitement professionnel édition, c'est une dalle OLED LG bien sûr, mais qui vous donne une image parfaitement calibrée, surtout l'image la plus lumineuse du marché. Donc allez voir si vous voulez vous offrir un très bel écran pour cette fin d'année. Pour Tanguy, c'est du tout bon. C'est la fin de cette grosse quotidienne condensée. On se retrouve demain en fin de journée pour le prochain épisode. Demain en live sur notre chaîne Twitch. À très vite. Et merci pour les bientôt 100 000 abonnés. Des bisous.